On connaît tous cette sensation, hein, cette espèce de grille invisible qui structure nos vies. Le lundi matin, la fin du mois. Exactement, les échéances trimestrielles, c'est le rythme du calendrier grégorien. Il est pratique, hein, on ne peut pas le nier. Essentiel même. Mais parfois, on sent bien qu'il y a un autre temps qui s'écoule, un bout de plus organique. On le sent avec la lumière, quand les jours rallongent. C'est ça, quand l'air change. Une sorte de calendrier intérieur qui est lui lié aux saisons. Tout à fait. Et bien justement, c'est pile le sujet de notre discussion aujourd'hui. On va se plonger dans un document assez fascinant qui s'appelle « Calendrier superposé ». Et l'idée, ce n'est pas de jeter nos agendas, attention. Non, non, loin de là. C'est plutôt de voir comment on peut superposer à notre calendrier habituel un calendrier vivant qui serait basé sur les grands cycles solaires de l'année. C'est exactement ça. L'objectif, c'est de voir comment ce calendrier solaire peut nous servir de boussole personnelle, en fait. J'aime bien ce mot boussole. Oui, parce que dans un monde qui nous pousse à une performance constante, linéaire, cette approche propose de s'aligner sur des énergies qui sont, elles, cycliques, naturelles. D'accord. Et un point important du document, c'est que les dates qu'on va évoquer, elles ne sont pas rigides. Faut vraiment les voir comme des zones de passage. Des portails presque. C'est ça. Des portails énergétiques qui peuvent varier d'1, 2, voire 3 jours selon les années. C'est une approche souple, pas un dogme. Cette idée de boussole plutôt que de règle, ça enlève une sacrée pression, je trouve. Complètement. Alors pour bien comprendre, je propose qu'on parcourt ensemble ce calendrier vivant, saison par saison, pour voir ce qu'il nous propose concrètement. Par où on commence? Le document propose de commencer par le grand départ. L'équinoxe de printemps, j'imagine, autour du 20 ou 21 mars. Exactement. Le moment de l'équilibre parfait où le jour est égal à la nuit. Le texte parle de réveil de la sève, d'une impulsion nouvelle. C'est une énergie qu'on sent tous, je crois. Mais la question, c'est comment on la transforme en action? C'est la question clé. Le document suggère que c'est le moment idéal pour poser une intention annuelle. Ah, c'est intéressant ça, par rapport aux résolutions du 1er janvier. Bah oui, le contraste est énorme. Les résolutions de janvier, on les prend souvent dans le froid, l'obscurité, quand notre énergie est au plus bas. C'est vrai. L'équinoxe de printemps, c'est l'inverse. La nature entière nous donne une impulsion de départ. Poser son intention à ce moment-là, c'est comme mettre un bateau à l'eau avec le courant dans le dos. On ne force pas, on surfe sur la vague. C'est ça. C'est aussi le moment parfait pour lancer de nouveaux projets, ou même organiser ce que le texte appelle des cercles d'ouverture pour partager ses élans. D'accord, donc on pose une intention, on lance le projet, et ensuite? Le document parle d'une période en avril, l'éveil des semences. Et là, une phrase m'a marquée. Laquelle? Il est dit que le vivant s'active sous la surface, et surtout que tout n'est pas encore visible. C'est très poétique, mais dans la vraie vie, comment on gère ça? Comment on valorise un travail invisible dans un monde qui veut des résultats tout de suite? Ah, mais là, vous touchez au point de friction le plus important entre ce cycle naturel et notre culture de la productivité. On est en plein dedans. Cette phase, c'est un enseignement radical de patience. Psychologiquement, c'est la gestation intérieure. Une idée qui vient de naître, elle a besoin de temps pour prendre racine. Si on tire sur la plante, on la tue. Voilà, c'est la même chose pour un projet. L'usage conseillé ici, ce n'est pas l'inaction, mais l'incubation. C'est le moment de clarifier ses idées, de consolider les fondations, à l'abri des regards. Un travail essentiel, mais qui ne se voit pas. Oui. En termes de management, ce serait l'équivalent de donner à une équipe un temps de R&D protégé sans exiger de livrable immédiat. C'est un investissement dans la solidité de ce qui va émerger plus tard. Cette énergie qui bouillonne sous la surface pendant des semaines, j'imagine que ça ne peut pas durer. À un moment, le couvercle doit sauter, non? Ah oui, et de manière spectaculaire, c'est la 3e saison que le document nomme la pleine floraison. De mai à mi-juin. Exactement. Et là, après la patience d'avril, c'est une explosion d'énergie. Visible, expansive, les mots utilisés, c'est croissance rapide, ouverture relationnelle, créativité. Donc on passe de l'introverti à l'extraverti? Totalement. Et en pratique, ça veut dire quoi? C'est le moment de lever la main en réunion, de relancer son réseau, de dire oui à tout? C'est exactement ça. Le document nous invite à prendre sa place, à oser être visible. L'énergie est là pour ça. D'accord. C'est le moment de nourrir les liens, de collaborer, de partager les idées qui ont mûri en avril. C'est la période la plus fertile de l'année pour le brainstorming, les partenariats. L'énergie qu'on a cultivée à l'intérieur demande à sortir. Et cette expansion, elle a un pic, un point culminant. Le solstice d'été. Voilà. Autour du 21 juin, le jour le plus long, le document le décrit comme l'apogée de l'énergie solaire. C'est vraiment le sommet du cycle. Mais il y a un paradoxe, non?
Au moment où on a le plus d'énergie, la tentation serait de travailler encore plus, de pousser encore plus fort. C'est le piège de notre culture, ça. On atteint un sommet et on cherche tout de suite la montagne d'après. Hmm. Alors que ce cycle, il propose l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait au sommet d'une montagne après une longue ascension? On s'arrête, on admire la vue. On respire, on célèbre. L'usage de ce moment, c'est précisément ça. Une invitation à la célébration, à la gratitude. Ce n'est pas un moment pour faire plus, mais pour être pleinement. Savourer ce qui a été accompli depuis le printemps. C'est un point de bascule. En s'arrêtant pour célébrer, on ancre les succès et on se recharge avant la deuxième moitié du cycle. Si on ignore ce moment, on fonce droit vers l'épuisement. C'est intéressant. La célébration n'est pas une récompense, mais une partie du processus. Une partie intégrante, oui. Et après ce pic, on entre en juillet-août dans le temps des récoltes. L'image est claire, les fruits arrivent. Mais le texte ajoute une nuance que je trouve très juste. Tout n'est pas encore à couper. Cette nuance est cruciale, oui. Ce n'est pas juste le moment de se reposer sur ses lauriers. Alors c'est quoi ce ti? C'est une phase de maturation active. Pour un projet, par exemple, c'est le moment où les premiers résultats concrets apparaissent. On voit ce qui fonctionne, ce qui porte ses fruits. D'accord, on savoure. On savoure et on consolide les acquis. Mais c'est aussi un temps d'ajustement. On regarde ce qui a bien mûri, ce qui a besoin d'un peu plus de soleil, et ce qui, peut-être, ne donnera rien et qu'il faut abandonner. C'est une phase très stratégique en fait. Très. On consolide les points forts et on commence à élaguer les points faibles pour ne pas gaspiller d'énergie. On prépare la récolte finale avant la grande transition de l'automne. Et cette transition, elle arrive avec l'équinoxe d'automne, autour du 22 septembre. Le retour à l'équilibre. Oui, on retrouve l'équilibre jour-nuit comme au printemps, mais le feeling est radicalement différent. Le document parle d'une bascule vers l'intérieur. C'est le miroir exact de l'équinoxe de printemps. L'énergie, qui était projetée dehors depuis des mois, commence son long mouvement de retour vers l'intérieur. Et donc l'invitation, c'est de faire quoi? Un bilan? Un bilan et un tri. C'est le grand inventaire. On regarde tout ce qui a été produit, récolté, vécu, et on se pose des questions. Qu'est-ce qui m'a vraiment nourri? Qu'est-ce que je veux garder pour la saison sombre? Et à l'inverse, on commence à se délester. C'est ça. Le document dit de dire au revoir à l'inutile. Commencer à lâcher ce qui nous encombre, que ce soit des projets, des relations, des croyances qui ne sont plus pertinentes. Ce mouvement de retrait s'intensifie ensuite. La saison d'octobre-novembre, le retrait et l'intériorisation. Les images sont fortes. Chute des feuilles, descente énergétique. Honnêtement, ça sonne un peu déprimant. Ça peut, oui. Et surtout, ça entre en collision avec la réalité de beaucoup de gens, pour qui cette période, c'est la pression maximale, la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Et c'est là que cette boussole devient un acte de résistance bienveillante. C'est bien dit. Le document ne dit pas de tout arrêter, mais de changer la qualité de notre attention. On nous a appris que ralentir, c'est perdre. Mais les neurosciences commencent à valider ce que ces cycles savaient instinctivement. C'est-à-dire, C'est pendant ces phases de retrait que le cerveau consolide les apprentissages et que la créativité profonde se régénère. Forcer la performance en octobre, c'est comme essayer de faire pousser des fleurs dans la neige. donc l'invitation, c'est de ralentir où on peut, de s'écouter, D'écouter ses besoins, oui. de se dépouiller de l'accessoire, dire non à une sortie de plus, simplifier ses tâches, c'est une conservation d'énergie vitale. On arrive alors au point le plus profond du cycle, le creux de la vague, le solstice d'hiver, le 21 décembre, la nuit la plus longue. Tout semble à l'arrêt. Mais le document utilise une image magnifique, celle de la graine invisible qui sommeille dans l'obscurité. C'est toute la puissance de cette phase. Extérieurement, tout semble endormi, voire mort. Mais intérieurement, c'est dans ce silence que se prépare la renaissance. C'est le secret le mieux gardé de la nature. Il ne faut donc pas la combattre. Au contraire, il faut l'accueillir pleinement. C'est un appel au silence, à l'introspection. Il ne s'agit pas de forcer la planification de l'année à venir, mais de se reposer profondément. Le texte parle d'un espoir discret. C'est ça. C'est cette confiance intime que, même au cœur de la nuit, la lumière reviendra. C'est dans ce repos que le cycle futur puise toute sa force. Ce cycle de 8 saisons est d'une cohérence incroyable. Mais le document ajoute un concept qui me fascine, les jours hors du temps. Ah oui, entre le 26 décembre et le 1er janvier. Voilà, un entre-deux suspendu, ni ancien ni nouveau. C'est une idée très séduisante, mais pour beaucoup c'est une période de chaos familial ou de planification intense.
Est-ce que cette idée de flottaison n'est pas un luxe un peu déconnecté? C'est une objection très juste, et la réponse du document est subtile. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de changer son état d'esprit intérieur. C'est-à-dire? La fonction de ce temps suspendu, c'est de créer un espace de vide volontaire. L'usage conseillé est radical, ne rien décider. Ne rien décider. J'aime bien. Il s'agit de résister à la tentation de se précipiter dans les résolutions, pour laisser le cycle qui vient de finir mourir complètement et pour laisser les désirs du nouveau cycle émerger naturellement. Un sas de décompression, en fait. C'est ça, pour ne pas traîner les valises de l'année passée dans la nouvelle. Le cycle solaire est donc la grande structure, la charpente. Mais une question se pose, et le document l'anticipe bien. Et la Lune dans tout ça? On en entend beaucoup parler des cycles lunaires. Exactement. Comment est-ce qu'ils s'intègrent là-dedans? Est-ce qu'ils viennent compliquer le tableau? Au contraire, ils viennent le préciser. Et la clarification du document est très utile. La Lune ne remplace pas le grand cycle solaire, elle l'habite. Elle l'habite. C'est une belle image. Oui, si on voit les saisons solaires comme les grands chapitres d'un livre, les cycles lunaires, ce sont la ponctuation. Ah, d'accord. Les nouvelles lunes, par exemple, agissent comme des repères intérieurs qui viennent rythmer ces grandes périodes. Le texte donne des exemples très concrets. Comme? La nouvelle lune de Mars, au sein de la grande impulsion du printemps, c'est un moment parfait pour affiner et poser son intention avec précision. Et celle de septembre? Cœur de la transition de l'automne, elle devient un repère idéal pour acter un lâcher-prise spécifique. La lune, c'est une respiration plus courte à l'intérieur du grand souffle de l'année. C'est beaucoup plus clair. On a donc plusieurs couches de temps qui interagissent. Pour tout rassembler, le document propose une métaphore finale, une synthèse visuelle que je trouve très puissante. Oui, et elle résume parfaitement toute la philosophie, si on imagine ces calendriers superposés. On a 3 niveaux. C'est ça. Premièrement, notre calendrier grégorien. C'est la grille pratique, l'agenda indispensable pour les rendez-vous. La logistique. Voilà. Deuxièmement, le calendrier solaire vivant. C'est la boussole. Il ne dit pas quoi faire à 14 heures, mais il donne la grande direction, l'orientation énergétique. Le sens. Et troisièmement, la lune. C'est la respiration. Elle amène les pulsations, le rythme intérieur. Donc on peut tout à fait vivre dans le système grégorien. On peut et on doit. Mais on peut aussi se réguler intérieurement avec le rythme du vivant. L'un n'exclut pas l'autre, ils se complètent. Pour une vie plus riche et, j'imagine, plus alignée. C'est l'idée. C'est une idée vraiment libératrice en fait. Ce n'est pas un choix à faire entre deux systèmes, mais une intégration. Ce qu'on a exploré, c'est cette possibilité d'adopter une perception du temps plus intuitive, plus connectée à la nature, qui vient enrichir notre calendrier, lui donner de la profondeur. Lui donner du sens, au lieu de juste le subir. Tout à fait. Et pour prolonger la réflexion, on pourrait peut-être se poser une question qui va un peu au-delà du document. Je vous écoute. La source se concentre sur les cycles naturels, qui sont annuels. Mais que se passerait-il si on superposait à cette boussole nos propres cycles de vie personnels, qui ne durent pas forcément un an? Ah, c'est intéressant. Un projet pro sur 18 mois? Ou une relation qui a ses propres saisons, un cycle de deuil, d'apprentissage. Comment est-ce que l'application consciente de ces phases, l'impulsion, la germination patiente, la floraison, la récolte, et surtout le repos essentiel, comment est-ce que ça pourrait transformer notre manière de vivre nos propres transitions à notre propre échelle de